Another body has been found in St. George's. Stuart Wilkin was... De 1990 à 1997, ce tueur en série surnommé The Breaching Power a horrifié toute l'Afrique du Sud face à une brutalité extrême dans ses meurtres. Bienvenue pour cette nouvelle histoire d'enquête criminelle. J'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Létalon, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'affaire Stewart Wilkin, l'un des pires tueurs en série sud-africain qui a même étranglé sa propre fille de ses propres mains. Avant tout, sachez que cette affaire-là a fait usage de pas mal de films, séries, documentaires, notamment des écritures, et Stéphane Bourgoin, un écrivain français passionné des serial killers et des faits divers criminels, a fait un livre complet là-dessus. Si cela vous intéresse, le titre, c'est Un monstre cannibale. Let's go. Ça se passe aujourd'hui à Port Elizabeth, ville d'Afrique du Sud, le pays au plus beau safari. Au cours des années 1948 jusqu'à 1991, l'apartheid fait rage et le pays est plongé dans le chaos. Le taux de criminalité de ce pays est l'une des plus fortes au monde. On compte en moyenne près de 20 000 meurtres par an, soit 50 meurtres par jour. Port Elizabeth se situe en Durban et le Cap compte environ 1 million d'habitants. C'est une ville qui est assez réputée pour ses plus belles plages. Un endroit assez calme où l'on pouvait se pavaner de jour comme de nuit en toute sécurité, jusqu'à ce qu'un jour cette disparition bouleverse toute la ville. Le 22 janvier 1997, un petit garçon du nom de Henry Bakers, âgé de 12 ans, se volatilise alors qu'il jouait avec l'un de ses amis dans un parc voisin à Algoa. Et Hélène Bakers, la mère d'Henry Bakers, sans nouvelles de son fils ce jour-là, n'était pas très inquiète, juste parce que son fils avait pour habitude d'aller rendre visite à sa grand-mère non loin de son domicile. Un jour passe, puis 2 jours passent. Hélène Bakers n'a toujours pas de nouvelles d'Henry. Il n'est toujours pas rentré chez lui. Enfin, elle commence à s'inquiéter. Elle se rend au domicile de la grand-mère d'Henry pour savoir si son fils va bien. Et c'est là qu'elle se rend compte que son fils a disparu depuis maintenant 2 jours. Précipitamment, elle alerte l'unité de protection de l'enfance. Et c'est le sergent Azula Bena qui sera chargé de l'enquête de la disparition d'Henry Bakers. Pas de temps à perdre, ça fait déjà plusieurs jours que Henry a disparu. Très rapidement, l'enquête débute. Le sergent Azula Bena commence à poser les questions au voisinage. Plusieurs personnes n'ont rien vu ce jour-là. Un seul témoignage va changer toute l'affaire. Le petit garçon avec qui Henry jouait dans le parc voisin affirmera avoir vu Henry avec un homme. Et cet homme-là est très bien reconnu par ce petit garçon qui livre ce témoignage. Stewart Wilkin, un pêcheur âgé de 32 ans au moment des faits. Il sera convoqué 6 jours plus tard au bureau du sergent Azula Bena, mais Stewart Wilkin va nier en bloc toute implication dans la disparition d'Henry Bakers. Il dira qu'effectivement il a croisé le chemin d'Henry Bakers ce mercredi 22 janvier et qu'il a ensuite raccompagné Henry chez lui, et lui, Stewart Wilkin, s'est retourné à la mission pour passer la nuit. La mission, en fait, c'est une structure qui héberge les sans-abri. Et pour vous résumer rapidement, comment est-ce que Stewart Wilkin et Henry Bakers se connaissent? En fait, Stewart Wilkin, à un moment donné de sa vie, a eu des difficultés de logement. Et c'est la mère d'Henry Bakers, Hélène Bakers, qui a dû héberger Stewart Wilkin durant un bon moment. Et ensuite, il s'est volatilisé avec son fils. Stewart Wilkin paraît tellement convaincant que la brigade des mineurs reste choquée. Il propose même son service pour faire avancer l'enquête. Entre-temps, son alibi est vérifié et aucun témoin n'a vu Stewart Wilkin dormir à la mission ce soir-là, le jour de la disparition d'Henry Bakers. Mais, comme vous le savez tous, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. La brigade des mineurs, étant désespérée de ne rien en tirer vis-à-vis de cet interrogatoire, aussi par manque d'expérience, se verra obligée de confier cette enquête-là à une structure plus adaptée et plus expérimentée.
la brigade criminelle. Et c'est le sergent Derrick Noweinstein qui sera chargé à nouveau de l'enquête de la disparition d'Henry Beckers. Derrick, c'est un jeune enquêteur qui vient fraîchement de finir ses études et il est spécialisé dans tout ce qui touche le crime sexuel, les pédophiles et les serial killers. 3 jours plus tard, Stewart Wilkens sera convoqué au bureau du commissariat de Darling Street. Et Derrick, en fouillant divers archives de plusieurs commissariats différents et aussi en consultant le casier judiciaire de Stewart Wilkens, en fait, il s'aperçoit que Stewart Wilkens est impliqué dans la disparition de sa propre fille en septembre 1995. Ek is steeds in Port Elizabeth om die storie van die reeksmoordenaar Stewart Wilkens. Derrick, pour faire craquer Stewart Wilkens, va user d'une méthode assez particulière et très basique. Il va placader partout dans la pièce interrogatoire les photos et dessins de sa propre fille, mais aussi tous ses diplômes et ses certificats qu'il a obtenus au cours de ses nombreuses études. Et cela va marcher. Stewart Wilkens va craquer et avouera ceci. Je suis malade, j'ai tué ma propre fille, j'ai aussi tué Henry Beckers. Stewart Wilkens vient d'avouer 2 meurtres, celui de sa propre fille que nous verrons plus tard, mais aussi celui de Henry Beckers disparu il y a maintenant plusieurs jours. Stewart Wilkens avouera avoir abusé sexuellement d'Henry Beckers avant de l'étrangler à mort. Il avouera aussi être revenu visiter le corps d'Henry Beckers pour fantasmer et commettre des actes nécrophiliques. Mais avant d'aller plus loin dans les détails de meurtre, il est très important de faire un tour dans le passé de Stewart Wilkens pour savoir s'il existe réellement quelque chose qui a fait qu'il a pété les plombs. Stewart Wilkens, né le 11 novembre 1966 à Bursbrook, il a été abandonné à l'âge de 6 mois avec sa soeur par sa mère biologique. Ensuite, il a été recueilli par un homme du nom de Dub. Cet homme-là l'a terriblement maltraité. Il a connu une enfance très misérable. Cet homme-là, Dub, qui brûlait les parties intimes de Stewart Wilkens avec des mégots de cigarettes. Il lui faisait bouffer dans la même gamelle que son chien. Stewart Wilkens, lors de sa condamnation en 1999 en présence de son avocat, dira que cet homme-là a abusé sexuellement de lui à plusieurs reprises. Heureusement, cet homme-là a été signalé aux services sociaux et Stewart Wilkens, à peine 3 ans, a connu déjà l'enfer. Ensuite, il sera adopté avec sa soeur par une nouvelle famille, mais cette adoption ne changera rien. L'enfance de Stewart Wilkens sera de pire en pire. Cette nouvelle famille aussi le maltraitera constamment. Stewart Wilkens, âgé de 9 ans, a été violé par un diacre de son église. Et lorsqu'il le dit à sa mère adoptive, elle ne l'a jamais cru. Je ne sais pas si c'est cette maltraitance qui va créer en lui une extrême violence. Dès le bas âge, Stewart Wilkens se lance dans la délinquance. Violence, vol, drogue, consommation d'alcool, consommation de stupéfiants. Après plusieurs passages en prison, Stewart Wilkens se lancera dans la menuiserie, là où il rencontrera sa première femme, Anthea Lynn. Le couple aura par la suite un enfant, une fille nommée Wayne Wilkens. Retenez bien son nom car c'est très important pour la suite de l'enquête. Au fil des années, leur couple va se dégrader. Anthea Lynn et Stewart Wilkens ne s'entendent plus. Stewart qui soupçonne sa femme de le tromper et sa femme de son côté dira qu'elle n'a plus rien à foutre avec un bon à rien qui passe toutes ses journées à s'alcooliser et à se droguer et en plus de cela un époux très violent. Le couple finira par divorcer et Stewart Wilkens paiera la garde de ses enfants. Anthea Lynn refusera catégoriquement à Stewart Wilkens de voir ses enfants, ce qui le rendra fou de rage et le conduira certainement à la prise de stupéfiants et à la prise d'alcool régulière. Mais Stewart Wilkens, pour se sentir mieux, il va en mer pour pêcher. Pour lui, la mer l'a toujours été fidèle et ne l'a jamais trahi. Petit à petit, il se nourrit de haine
pour les siens et développe des sentiments de frustration pour les autres. Après son divorce avec Anthea Lynn, Stewart Weekend fera la rencontre d'une femme du nom de Veronica. Ils se marieront et auront par la suite 2 enfants. Mais très rapidement, le couple va divorcer suite à une mésentente entre Stewart Weekend et sa belle famille. Entre-temps, Veronica l'accuse d'avoir abusé sexuellement de ses 2 enfants qu'elle a eus avec un autre homme. Stewart Weekend passera plusieurs semaines en prison jusqu'à ce que Veronica rédige sa plainte. À sa sortie de prison, il est tellement frustré qu'il retourne encore et encore en mer pour aller pêcher. Un soir, lors de ses balades à Sidwell, il fera la rencontre d'un gamin âgé de 12 ans. Il va l'amener dans un endroit boisé. Il abusera sexuellement du gamin avant de l'étrangler à mort. Officiellement, Stewart Weekend vient de commettre son premier meurtre.